aussi, mais déjà, je voudrais un tour de table en fait pour identifier en quelques mots-clés les principaux chantiers actuels de la métamorphose, de la distribution et de la relation client. Et juste d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de métamorphose? Je vais commencer avec vous, Franck Levallois. Je vais prenez un micro. Voilà, chacun peut avoir son micro. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un point qui est intéressant dans votre question, c'est vous avez utilisé le terme de métamorphose. Souvent, on utilise le terme de transformation. Mais le terme de transformation, alors c'est la même chose, hein, métamorphose c'est plutôt du grec, transformation c'est plutôt du latin, mais ça veut dire exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que le terme transformation, aujourd'hui, je trouve, sentiment personnel, très galvaudé. Très galvaudé parce que tout le monde en parle, mais au fond, est-ce qu'on en fait tous réellement de la transformation? Il y a une étude, je me rappelle une étude durant l'été d'un célèbre cabinet de consultants, McKinsey, pour ne pas le citer, qui titrait sur le fait que depuis 2005, dans tous les marchés matures à travers le monde en assurance, en fait, les assureurs n'avaient pas fait de gains de productivité. On avait augmenté la productivité au travail, mais on avait beaucoup investi dans l'informatique, on avait beaucoup dépensé sur d'autres postes. Mais à la fin, les coûts internes avaient augmenté. Pas de productivité. Ça, c'est très très intéressant parce que ça nous renvoie en fait à une vraie question, la vôtre. C'est ce qu'on fait réellement de la transformation. Est-ce que la transformation que l'on fait, la plupart du temps, est-ce que ça ne s'apparente pas à de l'optimisation? Et dès lors qu'on se dit ça, ça ouvre des chantiers. Et des chantiers qu'il faut ouvrir, j'allais dire, sans tabou, en levant peut-être des freins psychologiques. Et ça peut aller de la rémunération, du commissionnement des intermédiaires, peut-être pour passer dans une logique plus produit. Également l'animation des intermédiaires pour... peut-être allouer les moyens commerciaux en fonction de la création de valeur et pas d'autre chose. Pensez également à comment les réseaux de distribution sont managés, organisés, moins en silo, peut-être plus en symbiose. Et puis au fond, la relation client, comment on l'envisage. Et ça, si on traite ces points-là, ces chantiers-là, on est sans doute dans la transformation. Ce sont des incontournables. Merci Franck Levallois. Je vais m'adresser maintenant à Christophe Scherer. Votre avis, vous, sur ces principaux chantiers de la métamorphose de cette distribution et relation client? Moi, j'arrive de Marseille, j'étais encore dans le train une demi-heure, et j'ai pris le temps. Je disais que j'arrivais de Marseille, donc j'ai eu 4 heures, un peu plus de 4 heures de train, donc j'ai eu le temps, au moment où j'avais du réseau dans le train, ce qui n'a pas été la majorité du temps, de regarder la définition de métamorphose. Alors, je l'ai noté parce que changement d'un être en un autre, suffisamment fort pour ne pas être reconnaissable. Donc, du coup, j'ai fait ni latin ni grec, donc je suis à l'aise. Donc je suis... J'aime bien cette minute culturelle essentielle du débat, mais je suis pas très à l'aise avec la notion de métamorphose s'agissant du sujet qui nous occupe. Et je pense plutôt qu'il faut parler effectivement d'une succession de programmes de transformation plutôt que de métamorphose. Mais bon, ça c'est juste pour la beauté sémantique du débat. Mais justement, la question était aussi de si on pouvait vraiment parler de métamorphose, donc c'est bien de faire le point là-dessus. Donc non. Et de remettre les points sur les i. Non, plus sérieusement, enfin pour ma part, et c'est, je pense, tout à fait en résonance avec ce que mon voisin vient d'indiquer, il y a effectivement des sujets qui, je pense, sont communs à toutes nos maisons, digital, data, innovation, etc. Pour moi, le véritable challenge en matière de transformation, c'est d'arriver à concilier ces changements-là, qu'on a tous, me semble-t-il, avec un autre aspect, en tout cas, chez Malakoff, Médéric Humanis, qui nous est très cher, c'est comment, en faisant tout ça, on garde le sens du capital humain au centre du débat, comment le manager redevient encore plus qu'il n'était au centre du dispositif, et notamment en matière de distribution. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est essentiel. En tout cas, c'est en tant que patron de la distribution de ma maison, ce que j'essaie de m'attacher à faire, et c'est probablement, de mon point de vue, ce qui est le plus compliqué en termes de transformation, d'arriver à concilier ces deux dimensions qui ne sont pas si facilement que ça rejoignables. Très bien. Merci, Christophe Scherer. Jérémy Sebag, quel est votre avis? Bonjour à tous. Moi, ça fait 20 ans que j'évolue dans la distribution, donc je suis jeune pour autant. J'ai commencé assez tôt. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais pensé qu'il allait y avoir une révolution en matière de produits d'assurance. J'ai toujours pensé en fait que la révolution viendrait plutôt sur la distribution d'assurance. Néanmoins, en fait, je suis assez d'accord avec mes deux voisins. Clairement, on ne peut pas parler de métamorphose de cette distribution, mais plutôt, on va dire, d'une transformation successive. C'est l'expérience que j'en ai en tout cas. Si jamais je me réfère, parce que je crois que je suis le seul ici en fait en tant que courtier, donc distributeur,
Nous, chez SPV Assurance, en fait, la distribution d'assurance, elle est multiple, elle est même omnicanal. On fait du direct en P2C, on fait du B2B2C. Et c'est sûr que sur cet aspect-là, notamment la partie plutôt grossiste, en fait, on le voit, il y a clairement des choses qui bougent, qui évoluent. J'avais envie de mettre en avant, en fait, un aspect assez important chez nous, c'est l'aspect du phygital. Alors effectivement, on parle de digital de plus en plus. Aujourd'hui, pour un courtier d'assurance, on va dire 2.0, si on a vraiment envie de faire une différenciation dans les années à venir, il faut avoir un système d'information robuste et propriétaire. Mais néanmoins, je pense que le client, et notamment dans son expérience utilisateur, il a encore envie, c'est assez paradoxal d'ailleurs avec l'ère du digital au sens large, hein, tout online, il a encore envie en fait d'avoir une présence physique d'un conseiller pour que justement en fait il soit bien accompagné. Parce qu'on vend de l'assurance malgré tout, et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même des sujets assez complexes, très techniques. Et voilà. Et donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de métamorphose, il y a juste en fait une évolution naturelle par rapport à ce qu'un client demande. Très bien. Merci pour ce point de vue. Je vais maintenant demander à Antoine Mattei, quels sont pour vous les mots-clés sur ces chantiers de transformation? Bien, bonsoir à tous. Alors, parler de mots-clés, moi aussi j'ai regardé ce que voulait dire métamorphose, non pas que j'hésitais sur le sujet, mais j'ai trouvé changement radical. Alors, je ne sais pas si on peut parler de changement radical sur le métier de distribution et sur la relation client. Je vais y venir, mais en tout cas, je suis à peu près sûr qu'on peut parler de changement radical dans l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui. Quand on regarde la manière dont le réglementaire évolue, dont le financier évolue, dans la concurrence évolue, dans la démographie évolue, dans les risques climatiques évoluent et dans les risques technologiques évoluent, je crois que c'est la première fois, je vais dire depuis longtemps, mais je crois qu'on peut dire dans l'histoire, où tout arrive en même temps comme ça. Alors, de ce point de vue-là, je pense que le mot métamorphose est un mot que l'on peut appliquer. Après, est-ce que tout ça a eu un impact aussi fort aujourd'hui sur le métier de la distribution et sur la relation client? Je pense qu'on est au milieu du gué sur le sujet et qu'on avance par étapes de transformation. Alors en fait, c'est quoi qui change vraiment? Au niveau de la relation client, je crois que les nouveaux standards, ils nous sont finalement donnés aujourd'hui par les grands acteurs du net. Aujourd'hui, c'est les changements technologiques qui, de mon point de vue, ont le plus impacté la relation client. Aujourd'hui, on veut de la rapidité, on veut de la simplicité, on veut de la personnalisation. Je vais utiliser 3 mots-clés. Et ça, je crois que c'est ces changements technologiques vraiment qui font qu'aujourd'hui, on est passé d'une relation client qui a encore quelques temps, c'est pas très ancien d'ailleurs, une relation linéaire, c'est-à-dire que... Tout va tellement si vite. Voilà, et on était dans une relation linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait la compagnie qui faisait le produit, la donation au distributeur, il y avait le client qui était au bout de la chaîne, un peu isolé. On est passé de cette relation linéaire à une relation omnicanale. Voilà, ça, c'est un mot-clé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, c'est-à-dire le client peut nous contacter par n'importe quel canal, comme il veut, à tout moment quand il veut. Ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement important, c'est que dans cette relation omnicanale, il faut avoir une vision 360 degrés partagée de la relation client. Ça me semble aussi un autre mot-clé. Et puis, j'en avais 3 autres. On parle beaucoup de parcours client. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, les parcours clients, ce n'était pas le sujet de la relation client. Le parcours client était très simple. C'était cette relation linéaire. De temps en temps, le distributeur allait voir son client, qui attendait patiemment d'ailleurs qu'il vienne le voir. Donc, on parle de parcours client et surtout de parcours client de bout en bout et sans couture. Et ça, vous verrez, ce n'est pas aussi simple que ça à faire. On parlera peut-être des CRM, des hubs de la relation après. Et puis enfin, on n'a jamais autant parlé de la satisfaction client. Et même de la mesure de la satisfaction client, et même de l'affichage sur Internet, je pense à Google My Business, de score client. Et peut-être que bientôt, on ira chez un agent général, on ira chez un distributeur, comme dans un restaurant, dans un hôtel, s'il n'a pas 5 étoiles, sans client, on n'ira pas. Donc je pense que la relation client, elle évolue vraiment, et je terminerai très rapidement en disant, on pourrait imaginer que ça s'applique uniquement sur les risques de commodities, sur le retail, l'auto et l'aménage. Moi, je pense qu'effectivement, sur des risques un peu plus spécifiques, le client, ses besoins sont un peu différents. Il veut du sur-mesure, il veut de la proximité, il veut du conseil. Pour autant, le client, c'est le même. Et la satisfaction client, pour moi, elle est unique. C'est-à-dire quelqu'un qui est un pro ou une entreprise
eh bien, il faut qu'il soit satisfait sur le pro, mais cette personne a aussi une auto-démarrage et sur le retail aussi. Donc voilà, il y a cette satisfaction globale. Donc je pense que la définition de la relation client subit une métamorphose. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on répond à cette métamorphose de la relation client? Je pense que là, on est vraiment au milieu du guet, qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Mattei. De votre côté, Rami Karam, quel est votre avis? Et puis vous allez poursuivre aussi, si vous voulez bien, en nous disant en quoi est-ce que les parcours prospects-clients changent? Bon, je ne peux qu'aller dans le sens de mes prédécesseurs, en tout cas. Pareil, j'ai cherché la définition. Moi, je suis plus pour le mot On a des évolution. bons élèves. Évolution et complémentarité. Et bon, ça peut paraître surprenant venant d'un pure player. Moi, je suis plus croyant à l'humain. Je m'explique. On est quand même sur des produits qui sont très complexes aujourd'hui. Que ce soit l'assurance, nous, aujourd'hui, on s'est diversifié au-delà de l'assurance sur des produits financiers comme le prêt immobilier. Ce pas des produits qui sont purement des commodités, qu'on achète à 100% en ligne. Je suis un fervent adepte du digital, bien évidemment. Par contre, je ne crois pas au 100% digital à 100% des clients. Ce qui est clé dans notre métier et l'évolution pour nous et le challenge en tant que pure player, c'est comment on peut apporter de la complémentarité entre les canaux. C'est-à-dire comment on peut, le digital justement, je suis pas très favorable à dire il y a un parcours digital et un autre parcours, il y a un parcours client en tout cas. Je ne veux pas mettre en opposition un parcours digital à un parcours offline. Le parcours justement, dans toutes les études qu'on fait avec Google, il est à plusieurs touchpoints. Le client, il commence par le digital, il peut revenir dans le physique, il revient dans le digital, et chacun a un rôle justement dans ce parcours-là. Si on prend un parcours complet de la phase de découverte, renseignement du besoin, présentation des offres, sélection, souscription et vie du contrat et sinistre sur un produit assurantiel. Nous, en tant que comparateur, je dirais on est sur la phase amont, de la découverte jusqu'à la sélection. Et quand on parle d'humain, c'est un élément qui revenait très souvent chez nous, par exemple, dans les études et dans les travaux qu'on faisait avec les consommateurs, qui voulaient toujours dire, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous? Est-ce qu'il y a des vrais humains à qui on parle derrière le comparateur? Donc on s'est dit, on veut faire un test. On a fait un test pendant une semaine. On a mis un numéro de téléphone sur le site. Et on voulait voir combien de gens allaient appeler ce téléphone, pour quelle raison, qu'est-ce que ça allait faire. Très peu de gens, finalement, ont fini par appeler le numéro de téléphone, mais d'une manière assez surprenante, le taux de conversion sur le site, de bout en bout, en ligne, sans interaction avec ce téléphone-là, elle a augmenté quasiment de 5 à 10%, sans interaction. D'accord. Donc, ce qui veut dire juste l'effet de réassurance de se dire qu'il y a un humain derrière, au cas où j'ai une question à poser, a été très favorable. Bien évidemment, nous avons mis du monde après, pour répondre aux questions des clients. Ce n'est pas juste une ligne vide. Donc, maintenant, il y a des humains qui sont derrière, qui répondent en chat, par téléphone, en support aux questions sur l'usage du site. Et le point clé, surtout, c'est qu'en termes de complémentarité de canaux, tous les travaux qu'on fait avec les partenaires, justement, le client, il a le choix. Il a le choix s'il souhaite derrière acheter en ligne à 100%, parler à un conseiller au téléphone s'il le souhaite, ou même se rendre à l'agence pour souscrire. Mais voilà, avoir l'assurance d'avoir un service humain derrière ça, et juste de le savoir, des fois, ça peut aider à rassurer. Exactement. Et à se sentir accompagné. Exactement, c'est très important comme point. N'hésitez pas à prendre les micros. Donc, je dirais plutôt c'est un chemin vers l'humain qu'on fait plutôt que vers le digital. Très bien. Christophe Scherer, comment construisez-vous le parcours client, vous, chez Malakoff Médéric Humanis? Alors moi, je n'ai pas la même difficulté, mais j'ai 12 000 collaborateurs. Donc j'ai pas d'autre choix que de mettre des humains derrière mes clients. Donc on a les problèmes qu'on mérite. Non, trêve de plaisanterie. Alors moi, je suis un acteur du B2B, à 90% de mon activité. Les ventes en full web, ça doit représenter un peu moins de 2% des ventes totales. Et je dois avoir à peu près 10% des ventes qui sont web assistées par téléphone. Et le reste, c'est à l'ancienne, contact physique avec un conseiller commercial ou un courtier. Et je vais juste citer une anecdote pour rebondir sur ce que vous disiez. J'ai mis il y a quelques mois en place avec un autre acteur courtier de la place, un dispositif de vente de contrats TNS, santé prévoyance, auprès des chauffeurs de taxi G7. Bon, moi, c'est comme ça, c'est précis. Donc ça illustre bien la logique affinitaire qu'on va voir. On a bâti un écosystème full digital qui permet en 3 clics de souscrire contrat santé et prévoyance. Après 4 mois, qu'est-ce que je constate? Exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que j'ai très précisément, au nombre de contrats près, un tiers des ventes qui se sont faites en full digital. Donc le chauffeur de taxi qui a compris que faisant 3 clics, il devenait titulaire d'un magnifique contrat santé, prévoyance, TNS, Malakoff, Médéric Humanis. Un tiers qui n'a pas compris tout de suite et qui a besoin d'avoir un conseiller au téléphone pour assister la vente. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, un tiers des ventes qui se sont faites au dépôt G7, là où les chauffeurs de taxi viennent une ou deux fois par semaine pour régler
diverses problématiques administratives ou liées au véhicule. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir que sur un modèle qui avait vocation à être un écosystème full digital à 100%, on a finalement la multicanalité qui s'est mise en œuvre dans toute sa splendeur, un tiers, un tiers, un tiers. Alors, pour répondre à la question, alors, pour ce qui nous concerne, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous, notre obsession, c'est de mettre en rapport de façon systématique, à chaque fois qu'on le peut, cette capacité d'innovation digitale, data, etc., avec ce qui est le socle à la fois des valeurs du groupe et puis de ce qu'on veut porter vis-à-vis de nos clients, qui est la protection du capital humain. Alors le terme, là aussi, un peu comme la transformation, c'est parfois un peu galvaudé. Et donc ce qu'on essaie de faire en matière de création de parcours client, c'est, pour faire court, deux, trois choses assez simples. La première, c'est déjà de raisonner par segment, puisque j'ai 500 000 entreprises clientes, dont 90% de TPE de moins de 10, mais 70% de mon chiffre d'affaires, c'est des grands comptes de plus de 5 000. Donc tout ça, ça ne se traite évidemment pas de la même façon. C'est une évidence, mais ça ne l'a pas toujours été dans des maisons comme les nôtres, premièrement. Deuxièmement, se différencier en ayant systématiquement une offre dite tout en un. Offre tout en un, chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire une offre d'assurance, ça reste assez banal. Une offre de service, ça l'est un peu moins, puisque ce sont des services qui sont autour essentiellement des problématiques de santé au travail et d'absentéisme et qui ont un ROI intrinsèque, parce qu'impact sur la sinistralité. Et troisièmement, ça c'est plus nouveau chez nous, réinstaurer au centre de l'offre de valeur vis-à-vis du client, ce qu'on appelait traditionnellement l'action sociale dans les institutions de prévoyance, rebaptisé pour les besoins de la cause accompagnement sociétal, mais c'est la même chose. Et on a systématiquement, pour chaque segment, des parcours clients dans lesquels on a cette approche tout en un, assurance, plus service, plus accompagnement social. Et c'est là-dessus qu'on fonde notre différence, avec en amont de ça, un outil qui s'appelle le diagnostic du capital humain, qui permet à un prospect de s'auto-scorer sur ces sujets-là et ensuite nous d'orienter tel package tout en un. Très bien. Merci Christophe. Je voulais voir avec vous, Antoine Mattei, tout à l'heure, vous nous le disiez, la distribution n'est plus linéaire. Le client, maintenant, on est sur de l'omnicanalité. Je l'ai bien dit ? En tout cas, il est omnicanal. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu majeur, justement, sur la maîtrise de la relation client? Est-ce qu'on peut aller plus loin, justement, sur ce sujet? Alors, de mon point de vue, la maîtrise de la relation client, c'est vraiment l'enjeu principal. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on sort quand même d'une ère relativement dorée. Alors, je m'explique, dans la relation linéaire, effectivement, on avait un client qui était, comme je disais, en bout de chaîne, un peu isolé. On avait un client qui, pour résilier, il fallait qu'il lise très attentivement à quel moment, où, pourquoi, comment, parce que généralement, la date était passée dès qu'il s'y intéressait. J'avais fait une petite liste. On avait des données clients qui étaient la propriété quasi exclusive, j'ai envie de dire, du distributeur. Il a partagé des fois, même pas avec la compagnie, en tout cas pas toutes. Et puis on avait un client qui était informé de rien, puisqu'il n'y avait pas de comparateur, par exemple. Et donc, c'était une ère bénie où le client, en fait, il était captif. Et jusque-là, ça allait bien à tout le monde, en tout cas à nous, ça allait très bien. Et puis, mais ça a changé. Et ça a changé. Et alors, si je refais la même chose, le client, il est devenu omnicanal, hein, avec des relations où il a des points de contact partout. Il y a eu l'amont qui est passé par là. Je parlais du changement réglementaire. Maintenant, il résilie quand il veut à partir de la deuxième année. Les données clients, elles sont partout. Elles sont sur les GAFA. Elles sont chez les banques assureurs. Alors avant, elles y étaient aussi, mais ils ne faisaient pas d'assurance. Parce que le modèle banque assurance est un modèle très français. Hein. Le modèle intégré de banque assurance, pour être précis. Donc maintenant, ils ont nos données. Ils ont même le niveau de la prime d'assurance auto. Ça aide pour la tarification. Il n'y a plus besoin de grands actuaires. Je plaisante, mais ça peut être utile aussi. Et puis, ils sont évidemment informés sur le web, les comparateurs, etc. Donc, le client qui était captif dans une architecture ouverte, eh ben, il n'est plus captif. Alors ça, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, la véritable question, c'est que est-ce qu'on peut maintenir la maîtrise de la relation client dans une relation qui est ouverte? Alors, est-ce qu'il y en a qui arrivent? Alors nous, pour l'instant, très honnêtement, je vais dire dans 2 secondes, je pense que nous n'y sommes pas encore. Mais il y en a qui arrivent. Il y a le cas Apple. On rêve tous, enfin en tout cas moi, mais en tout cas on rêve tous du cas Apple, parce que vous savez qu'Apple, évidemment, il vous attire avec ça, avec son produit phare, sur lequel vous vous connectez 150 fois par jour. Voilà. Dire que la fréquence de contact dans l'assurance n'est pas tout à fait la même. Et puis comme vous vous connectez 150 fois par jour, il vous vend des accessoires Apple, il vous vend l'Apple TV, l'Apple Music, il vous vend l'Apple Store, évidemment.
Et puis, une fois que vous avez tout ça, qui ne marche que sur ce device, qui ne marche que sur C'est bien le micro. qui ne marche que sur cet outil, eh bien, au bout du bout, quand vous allez le changer, qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez un iPhone. Voilà. Et nous, quand un client arrive et qu'il a un changement de véhicule, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où on a les taux de résiliation les plus élevés. Quand il déménage, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où il y a des taux de résiliation qui sont les plus élevés. Et donc, je pense qu'on n'y est pas encore, on n'est pas encore au niveau du rêve Apple. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la marche pour les assureurs, de mon point de vue, est encore trop haute. Par contre, il y a une marche qui est à notre portée et qu'il ne faut absolument pas que l'on loupe. C'est qu'aujourd'hui, il faut que dans la relation client et dans la satisfaction client, sur nos fondamentaux, il faut qu'on soit impeccable. Parce que le seul moyen qu'on a de retenir un client aujourd'hui, qui est libre de faire ce qu'il veut, c'est qu'il soit satisfait de la relation client et des services que nous lui apportons. Donc voilà, le monde a vraiment changé. D'accord. Donc la satisfaction client avant tout, et cette omnicanalité est donc possible. Ça demande beaucoup de chemin encore. Le courtier de proximité, on peut se demander s'il risque de subir, lui, cette transformation. Jérémy Sebag, de votre point de vue, quel est le rôle du courtier grossiste? Déjà, le courtier de proximité, c'est, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, c'est peut-être le seul rempart pour le client de rester. C'est-à-dire qu'en fait, il est censé normalement accompagner son client dans tout son chemin de vie. Donc, il est sûr que en fait, la transformation digitale qu'on vit tous au quotidien, il l'a subie, mais pour répondre à votre question, il peut être accompagné. Donc, je pense que le courtier grossiste fait partie des acteurs qui peuvent continuer à accompagner le courtier de proximité, parce qu'en fait, il a cette relation avec le client, quelle que soit, on va dire, sa zone géographique. Normalement, les relations se passent plutôt bien. Après, c'est sûr que il subit le courtier de proximité plein de choses en même temps. En ce moment, donc, il a subi RGPD et la TDA dans le même exercice. Il a fallu donc qu'il modifie un peu sa manière de travailler. Et c'est sûr qu'il doit faire aussi continuer de tourner son affaire. Donc c'est pas simple. C'est la raison pour laquelle en fait les courtiers grossistes accompagnent de plus en plus, et d'ailleurs ce pourquoi ils performent sur le marché. Les courtiers de proximité, ils apportent des produits, mais ils n'apportent pas que des produits, plus que des produits en fait. Ils apportent aussi beaucoup d'IT parce qu'on a une agilité informatique assez intéressante, assez importante. On est quand même quasiment tous délégataires de ces grandes compagnies d'assurance que j'ai autour de moi, et on est des vrais partenaires. Et donc en fait, on peut se positionner pour les courtiers de proximité comme on va dire un défenseur de leur métier. Et puis en tout cas, chez SPV Assurance, on a bien compris ça et on a voulu aller même plus loin. On a repris en fait un modèle un peu archaïque dans ce secteur de l'économie française, puisque le modèle de la franchise existe dans plein de secteurs de l'économie. Et nous, en fait, on a voulu être le premier vrai franchiseur pour accompagner le courtier de proximité. On lui apporte en fait nos produits, effectivement, mais on lui apporte aussi notre marque, on lui apporte nos SI, on lui apporte du réglementaire, on lui apporte un vrai accompagnement pour que justement en fait, ce beau métier qu'est le courtier d'assurance puisse continuer d'exister dans les années à venir. Très bien. Merci pour ce focus sur le courtier. Franck Levallois, dites-nous quelles sont les transformations actuelles et futures de la distribution chez Allianz, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup de transformations. On a évoqué le sujet très très large de la métamorphose, de la transformation, peu importe le terme, dans le secteur de l'assurance et plus particulièrement de la distribution. Beaucoup de transformations, je cite souvent des exemples autour de, comme le disait Antoine, autour de l'omnicanalité, le fait par exemple de faire travailler ensemble, ce qui est quand même pas banal, de faire travailler ensemble des réseaux salariés, des conseillers patrimoniaux salariés avec des agents généraux pour multi-équiper des clients, c'est-à-dire comment articuler les compétences de l'ensemble de nos commerciaux, quel que soit leur statut, agents, conseillers salariés, peu importe,
mais dans une logique de saturation des besoins clients. Ça, c'est une sacrée transformation qu'on a initiée l'année dernière, qu'on poursuit, qu'on étend. Aujourd'hui, une autre transformation, c'est la manière dont on développe des services non assurantiels qui permettent en réalité de générer beaucoup plus de trafic dans nos agences. Des services non assurantiels, l'exemple phare que je donne systématiquement, c'est celui des cartes grises qui permet d'attirer des prospects dans nos agences et ensuite de passer de la carte grise à la carte verte. Mais si je prends un peu de recul, la transformation, les termes génériques de cette transformation que nous opérons sur la distribution, en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, au sein du groupe, donc c'est beaucoup plus global, au sein du groupe Allianz, c'est une transformation qui nous fait, alors pardon pour les anglicismes, mais qui nous fait passer ce qu'on appelle une logique de push, c'est-à-dire où on incite, on pousse notre intermédiaire, un agent général ou un conseiller, à aller vers le prospect, le client, à aller attirer le prospect au client, à une logique de pull, c'est-à-dire où on attire le client vers l'intermédiaire. Et alors, juste pour vous expliquer comment ça marche, parce que la transformation est intéressante, parce que vous allez voir, elle est même plus globale que pour le simple univers distribution, le simple univers commercial. Concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous concentrons de plus en plus nos agents généraux, nos conseillers salariés, commerciaux salariés, sur des tâches uniquement de vente et d'accompagnement client. C'est-à-dire que les tâches jugées administratives ou pas, donc mettez dedans la gestion de sinistres par exemple, ou de la gestion de police par exemple, enfin de police d'assurance, on les retire. On les enlève le plus possible pour libérer du temps commercial. Ce temps commercial crée de la productivité commerciale. Cette productivité commerciale, on la réinvestit dans quoi ? Dans la marque. Dans la marque, et c'est pour ça qu'on est très, très, attaché à ce qu'est par exemple notre classement dans le Interbrand, c'est-à-dire des plus grandes, plus puissantes marques au monde, où on est passé là récemment numéro 1, et donc dans le secteur assurantiel, donc ce qui nous satisfait beaucoup, mais qui n'est pas suffisant dans la mesure où on continue à investir. Un exemple d'investissement dans la marque, c'est dans le partenariat avec le Comité international olympique, donc les Jeux olympiques, Paris 2024, voilà, pour faire simple, pour la France. Et ça, c'est une manière de libérer du temps commercial, augmenter la productivité commerciale, la réinvestir dans la marque pour générer plus de trafic et donc réalimenter nos réseaux commerciaux. Le cercle vertueux. Exactement. Un cercle vertueux qui fait apparaître une sorte de multiplicateur où lorsque vous investissez dans ce cercle, à la fin, vous avez un peu plus que ce que vous avez investi. Très bien, merci pour ces éclairages du côté de Allianz. Alors, Christophe Scherer, chez Malakoff Médéric Humanis, finalement, l'ambition, elle est claire, c'est d'être le partenaire préféré de vos clients. Comment est-ce qu'on fait pour le devenir ? Comment est-ce que vous faites pour le devenir ? Alors, c'est en effet une des 4 ambitions du projet d'entreprise qui s'appelle Engagement 2022, être le partenaire préféré des clients. Alors, il y a beaucoup de choses, mais enfin, si je n'en retiens que 3, parce que j'ai 1 minute, je crois. C'est ça, hein, le quota attribué. La première chose, c'est ce que j'ai commencé à exposer tout à l'heure, c'est de façon systématique, pour reprendre l'expression de Thomas Saunier, creuser profond plutôt que ratisser large. C'est-à-dire faire de notre force, c'est-à-dire la prévoyance et la santé collective, une ligne de force sur laquelle on impose, excusez-moi le propos, un leadership en imposant une nouvelle approche qui s'articule autour de l'offre, des services et de l'accompagnement social. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec toute une combinatoire à base de diagnostic d'approche du client qui est en amont de cette offre de valeur à 3 dimensions et qui est déployée là aussi dans l'ensemble de nos réseaux, que ce soit nos réseaux propriétaires, nos réseaux salariés, que ce soit avec nos partenaires courtiers ou que ce soit avec nos partenaires, puisqu'on a globalement les trois canaux de distribution. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, alors je vais faire une petite parenthèse, le tableau de bord stratégique du groupe Malakoff Médéric Humanis, c'était il n'y a encore pas longtemps 300 slides avec loin d'1 millier de chiffres à peu près, si j'ai bonne mémoire. Ça, j'adorerais. Ça existe toujours, je vous rassure, pour les puristes. Mais on a aussi maintenant un exécutif summary qui fait 1 page dans lequel il y a 3 indicateurs qui sont les 3 indicateurs de pilotage du groupe, qui sont ceux qui influencent et la rémunération variable des dirigeants et l'intéressement. Donc autant vous dire qu'on le regarde de près. Qui est petit 1, c'est pas très original, le ratio combiné. Les 2 autres sont un peu plus originaux. Le deuxième, c'est le taux d'usage des services par nos clients.
C'est-à-dire que nous considérons que ce qui fait que notre stratégie marchera demain, c'est si les services qui sont adossés à nos produits d'assurance sont utilisés au quotidien par les salariés de nos entreprises. Donc on est en B2B2C. Donc c'est le taux d'usage des services qui est notre deuxième critère essentiel. Et le troisième, c'est le taux d'engagement de nos collaborateurs sur le projet d'entreprise. Ce qui m'amène à dire en commentaire qu'on a fait, c'est un peu moins original, de la symétrie des attentions, un des principes de base d'organisation du groupe et accessoirement de rémunération des dirigeants de cette maison. Donc tout est fait autour de ça, au service du client final. Et puis le dernier élément qui est plus, pour rebondir sur ce que disait mon collègue, c'est qu'évidemment, et je partage totalement, avant de parler d'expérience client ultime et euphorisante pour le client final, il faut être bon sur les fondamentaux. Alors dans notre métier, il faut d'abord savoir encaisser les cotisations et régler les sinistres. Bon, ça, normalement, c'est acquis, mais ça mérite quand même d'être regardé de temps en temps. Et on peut avoir des surprises. Donc ça, c'est quand même la première couche. Donc, les fondamentaux, c'est bien de les rappeler. La deuxième, c'est, on fait comme vous tous des baromètres de satisfaction. Alors, on a toutes les températures, hein, à chaud, à tiède, à froid, tout ce qu'on veut, tout y passe. Et donc, on a là aussi un objectif qui est exprimé en termes de NPS et de CSAT pour faire chic et bon genre dans le marché. Donc, comme tout le monde, on a aussi ça. Mais derrière ça, on a quatre thématiques de travail: réactivité, simplicité, clarté, fiabilité. Donc, dit autrement, là aussi, les basiques de la relation client sur lesquels on doit s'améliorer, probablement tous, mais en tout cas pour ce qui nous concerne, de façon certaine. Et ça, concrètement, chez nous, c'est un plan de 90 actions, dont 60 qui ont vocation à être déployées dans les 12 mois qui viennent et qui touchent à des sujets aussi basiques que la formation de nos collaborateurs aux soft skills, là aussi pour faire tendance et faire en sorte que nos gestionnaires, là où traditionnellement on avait, comme j'imagine encore pas mal de gens dans la salle, un bac et un front, maintenant nous n'aurons plus que dans quelques mois une seule équipe d'ex-gestionnaires et d'ex-conseillers relations clients, avec un objectif qui est que 90% des contacts avec nos clients se fassent en un seul contact, là où aujourd'hui on est plutôt à 50% qu'à 90%. Voilà. Je pourrais continuer les exemples, mais c'est, là encore, pour rebondir sur mon introduction, c'est à la fois injecter du digital, de la data, de l'innovation partout, la différenciation par les services, et en ayant à chaque fois en tête qu'on a 12 000 collaborateurs qui feront que tout ça, ça servira ou pas. Et donc il y a une attention très marquée pour que nos collaborateurs s'emparent de ces sujets-là et en fassent leur... Une approche globale jusqu'au moindre collaborateur qui soit pris en compte. Vous vouliez intervenir sur ce que... Non, effectivement, parce que je suis très en ligne à la fois au niveau de la stratégie, à la fois au niveau de ce qui est dit, mais je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que ça, je pense que c'est clé. C'est qu'on met des indicateurs à chaud, à froid, à tiède, comme vous disiez, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on en fait vraiment? Qu'est-ce que nos réseaux en font vraiment? C'est des réseaux d'indépendants pour certains, je vous rappelle. Donc, quand on leur envoie un certain nombre de NPS, un certain nombre de commentaires clients, je crois que la clé déjà, c'est qu'ils soient utilisés. C'est qu'ensuite, on en fasse quelque chose dans le process. C'est une vraie clé. La deuxième clé, c'est au niveau du service. On a tous, je suis sûr, lancé des tas de services sans se poser la question de l'usage, en commençant par se poser la question du business model. Combien de services a-t-on lancé les uns et les autres, dont le taux d'utilisation aujourd'hui se compte en centaines, en milliers pour les uns, en 10 milliers, c'est déjà pas mal. Il y en a certains qui fonctionnent, mais je crois qu'effectivement, il faut, quand on lance un service, qu'il rencontre l'usage. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit apprendre d'ailleurs des grands acteurs du net dont je parlais. Nous, on est en business model, eux, ils sont en taux d'usage. Et je me permets de vous raconter une petite truc. Il faut être très prudent quand on lance un service. On avait lancé un service sur la santé, AXA, pas en France, dans un autre pays, où on s'était dit, sur la santé, c'est bien, on s'est persuadé que les objets connectés vont être bien pour la prévention, pour les suivis médicaux, voire pour agir sur la prime pour des gens qui font du sport, etc. Et dans le pays dont je vous parle, je suis sorti un matin un peu tôt pour courir, et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui courait, qui avait 15 montres à chaque bras, et j'ai compris qu'effectivement... il est peut-être né avec. Il faut vraiment être très vigilant quand on lance un service. Il faut que ce service il rencontre l'usage. Et comme les fréquences de contact, on est quand même dans un métier qui intéresse peu l'assurance. Il intéresse peu de monde, à part évidemment nous qui sommes là. Mais quand on prend le commun des mortels, son applicatif perso
que nous avons tous lancé. Vous avez dû remarquer qu'il utilise assez peu. Aller voir son contrat d'eau tous les matins, ça ne fait pas rêver. Faire quelques reversements, pourquoi pas. Mais on a tous levé le pied sur les applicatifs dont on sait tous que mettre l'assurance dans la poche du client, c'était le rêve. On a tous un peu de voilure. Alors peut-être que ça reviendra, parce que vous savez, quand on lance ces sujets, ce qu'on apprend aussi des grands acteurs du net, c'est qu'il ne faut pas surestimer l'impact immédiat, mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact à moyen terme. Donc voilà, on a tous ces sujets à embrasser. Donc, beaucoup de services lancés, mais en tout cas, l'idée, c'est de... J'étais sûr que Franck... Ce sont les usages, de bien réfléchir là-dessus avant tout. Oui. Mais oui, parce qu'en fait, on parle de parcours client. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a lancé tous des services dans les contrats, en dehors des contrats. Et moi, j'en étais d'ailleurs, j'en suis toujours, et j'en étais un promoteur jusqu'à un moment où j'ai failli perdre confiance d'ailleurs, en me disant, mais à un moment donné, de toute façon, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, pourquoi ? Parce qu'on perd cet usage, ou on n'a pas cet usage. Et aller expliquer à un intermédiaire, prenez un agent général, prenez un courtier, prenez peu importe, un commercial sur le terrain, allez lui expliquer qu'il y a, au-delà de toute la gamme de produits qu'il a à vendre, il a 150 services dans ses produits ou autour de ses produits. En réalité, il est incapable de les présenter. Et s'il est incapable de les présenter à un client, s'il ne les pratique pas, s'il n'y a pas suffisamment de volume, en réalité, eh bien, il ne les présentera jamais. Et donc, tous ces services sont sur le côté. Mais en fait, si on a présenté, si nos équipes ont designé, conçu 150 services autour de tous ces produits, ce n'est pas parce qu'elles ont mal fait leur boulot. C'est simplement parce que je pense qu'on est resté dans une logique de parcours client. Bref, de process. Ce n'est pas parce qu'on met client dans une phrase qu'on pense client. Et le parcours client, c'est plus du process. Je préférerais qu'on parle, enfin d'ailleurs, je pousse pour qu'en interne, on parle non pas de parcours, mais d'expérience client. Et si on parle d'expérience client, alors on a une chance de se mettre à la place du client et de penser usage. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages très importants. Je vais vous demander... Rami Karam, les comparateurs d'assurance existent depuis déjà quelques années. J'ai vu que ça existe depuis environ 20 ans qu'il y a eu le premier comparateur d'assurance, c'est ça, une vingtaine d'années ? 19 ans. 19 ans, d'accord. Bon, alors la question en fait c'est de savoir si les Français aiment toujours le comparateur, si à l'avenir ça va rester toujours ce bon allié qu'on a aujourd'hui. Amour, c'est un grand mot en tout cas. Il y a un vrai usage, c'est ce que je veux dire, il y a un vrai besoin derrière. Rien que le chiffre de Google, quand on voit derrière, c'est que premièrement, quand on prend les parcours, les expériences clients, pour prendre le mot expérience plutôt que parcours, quand on parle de digital, quand on parle de mobile principalement, plus de 50% des parcours mobiles commencent par les comparateurs aujourd'hui. Donc je dirais dans la phase de découverte initiale, les comparateurs sont une étape derrière qui est très importante aujourd'hui et sur laquelle les clients passent énormément. Aujourd'hui sur le site, nous avons plus de 2 millions de visiteurs par mois qui viennent se renseigner sur tous les produits et c'est des chiffres qui sont en augmentation tous les ans en tout cas. Donc il y a un vrai besoin. Il y a un réel usage parce que c'est des produits qui sont complexes justement. Le travail de pédagogie, la possibilité d'avoir des offres sur mesure, c'est très important pour le client et la rapidité surtout. Aujourd'hui, en termes sur les comparateurs, les éléments que les clients aiment bien, c'est plutôt la personnalisation. C'est que l'offre qu'ils ont en face, elle est personnalisée par rapport à leur profil précis et à leurs besoins. La rapidité principalement. En moins de 10 minutes, nous avons plusieurs offres de plusieurs fournisseurs au final, quelle que soit la verticale produit en tout cas, qu'on peut nous proposer. Et se dire, bon, je peux revenir quand je veux, je ne suis pas forcé à faire un choix. En tout cas, c'est une étape. Je reviendrai après. Ça me permettra de voir, de comparer ailleurs, quitte à revenir par la suite et choisir justement un des fournisseurs qui sont présents sur ce comparateur-là. Et j'ai le choix justement de canal de contact aussi. Et j'ai un des challenges que nous avons aujourd'hui en tout cas. Donc je pense que ce ne sera pas exactement les mêmes que les distributeurs physiques. Nous, c'est le mobile plutôt, le vrai challenge principal. D'accord. Aujourd'hui, dans l'expérience client, le mobile compte plus de 50% de notre trafic. Et quand on passe, par exemple, la pub télé le soir à la télé, en pic, ça peut monter à 70-80%. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui se prend plaisir vraiment à remplir 10-15 minutes de questionnaire d'assurance sur son téléphone mobile. Donc là, on a un vrai enjeu de simplification de ce parcours-là pour adresser les clients. Oui. Et on a adapté l'expérience pour ce type de clients-là avec des simulateurs express en moins de 2 minutes pour qu'ils aient au moins un tarif indicatif pour les engager et quitte à les refaire revenir après avec une expérience qui soit plus complète en tout cas. D'accord. Et donc ce qu'on voit depuis qu'on s'est aussi lancé au-delà de l'assurance, justement sur les produits financiers et les produits d'énergie, il y a une réelle appétence en tout cas. Aujourd'hui, les dépenses, ce qu'on appelle nous les dépenses contraintes, ça pèse à peu près le tiers du budget d'un ménage.
en France. Donc il y a des réelles sources d'économie à avoir à des garanties ou à des services équivalents sur les autres produits, notamment un produit comme l'énergie aujourd'hui, qui devient une commodité, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent, des gros acteurs en tout cas, et pour lequel le parcours est très simple et la comparaison, elle est que tarifaire. Donc je dirais le besoin de comparaison est en train de croître à la fois sur l'assurance ainsi que d'autres verticales aujourd'hui. Très bien. Merci Rami. Je voulais voir tout à l'heure, Franck Levallois, vous en parliez, on parlait du parcours client qui est plus parler des usages, de l'expérience client. On parle de simplification, de fluidification. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça rend les choses vraiment beaucoup plus efficientes? Oui, c'est en fait, un peu une nécessité, hein, cette fluidification, cette facilité avec laquelle le client peut nous contacter. Donc, c'est les modalités d'accès auprès des compagnies d'assurance, des réseaux de distribution. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la façon dont on peut articuler tous ces réseaux les uns entre les autres. Bref, une façon de casser les silos que constituent des réseaux de distribution bien indépendants, chacun dans son couloir de nage. Donc ça aussi, c'est une façon finalement de fluidifier, de faciliter la vie du client. Au-delà de ce point, de cet exemple sur les réseaux de distribution, on utilise aujourd'hui des outils autour de briques d'intelligence artificielle développées en interne qui nous permettent en fait d'identifier, d'anticiper des besoins clients au cours de la vie du contrat ou de la relation qu'on peut avoir avec le client. Anticiper les besoins de nos clients, c'est une façon finalement de passer de ce que j'appelais tout à l'heure le parcours client, c'est-à-dire où on va se poser la question du processus à chaque moment où on va interagir avec lui, au moment de la gestion du sinistre, au moment d'un avenant, au moment de la souscription, peu importe, à comment on va globaliser la relation avec nos clients, comment on va la concevoir du début jusqu'à la fin. Et on sait qu'en assurance, la relation qu'on a avec nos clients, elle est quand même assez spéciale. Hein, l'usage est à contre-temps. On achète et puis on consomme. Parfois, on attend longtemps, enfin le plus longtemps possible d'ailleurs. Voilà. On espère ne pas avoir de sinistre. Et puis parfois, on consomme jamais. Donc c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Il y a beaucoup de trous. Et même quand il n'y a pas de trous, il y a peu de fréquences. Je rappelle un chiffre qui est quand même assez illustrant, c'est que la moitié des assurés, en France, la moitié des assurés, c'est des enquêtes qui nous disent ça, la moitié des assurés français n'ont pas de relation, n'ont pas d'interaction avec leur assureur. Sauf peut-être d'ailleurs au moment de la réception de la quittance de prime. Mais c'est tout. Voilà, donc vous parlez d'une relation. Donc tout ça pour dire que le parcours client doit se muer, se transformer en expérience client. C'est ça qui nous semble important. Et ces briques d'intelligence artificielle nous permettent en fait d'envoyer des informations, des déclencheurs, des triggers comme on dit en interne ou en anglais, auprès des commerciaux pour lui dire tiens, à ce moment-là, les informations qu'on a captées ou l'analyse de données que l'on a pu faire nous font dire que tu devrais contacter tel client ou tel autre client. C'est important de le faire à ce moment-là. Et ça, c'est une façon d'enrichir l'expérience client, bref, de passer d'un parcours client à une expérience client. Voilà, tout est complémentaire. Je vous remercie, Franck. Je vais me permettre une aparté avec vous, Christophe Scherer, sur l'actualité de votre groupe depuis janvier 2019, qui a sans doute impressionné bon nombre d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut piloter aussi vite un rapprochement aussi important que celui de Malakoff, Médéric et Humanis? Et du coup, par rapport à notre sujet, en fait, quelles sont les conséquences sur la transformation? Alors, je vais essayer d'être simple. Il y a d'abord une conviction qui est qu'en matière de rapprochement, et ce n'est pas propre au nôtre, je pense, la rapidité d'exécution est probablement la clé de la réussite du rapprochement. Ça, c'est déjà une conviction. Encore faut-il que les dirigeants qui pilotent le rapprochement le partagent. C'était le cas dans le cas de notre rapprochement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est vrai aussi de façon générale, mais c'est probablement encore plus vrai dans l'univers des groupes de protection sociale à gouvernance paritaro-mutualiste, dont je vous épargne la complexité pour ceux qui ne la connaissent pas, mais où il y a des choses évidentes qui ne se font pas toujours, en tout cas dans le bon ordre, à savoir d'abord avoir
un accord politique de l'ensemble des acteurs avant de passer à l'opérationnel. Ce qui est une erreur qu'on commet parfois. Je le dis d'autant plus que je l'ai moi-même, enfin, nous l'avons nous-mêmes commis dans un précédent rapprochement qui ne s'est pas fait, celui avec la Mutuelle Générale pour ne pas le citer, où on a fait l'opérationnel avant le politique. Donc là, on a fait le politique avant l'opérationnel, et donc tout ça nous a permis effectivement de faire un rapprochement en, pour être précis, 18 mois entre les premières discussions et la fin des infoconsultes mettant en place opérationnel la nouvelle organisation. Donc ça, c'est pour expliquer comment s'est fait le rapprochement. Après, sur la transformation, là aussi, soit on ne fait pas de transformation pendant le rapprochement, et dans ce cas-là, on est fatalement dans le choix d'un modèle ou de l'autre, des deux qui se rapprochent. Soit on veut embarquer le corps social vers un nouveau projet qui n'est ni celui de l'un ni celui de l'autre, et dans ce cas-là, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est fondamentalement de la transformation. Donc non seulement on n'a pas arrêté la transformation, mais on l'a accélérée, parce que ce que j'ai esquissé dans mes propos depuis le début de cette table ronde, c'est fondamentalement des choses que nous avons enclenchées depuis moins d'un an et qui ont consisté à accélérer la transformation, tant vis-à-vis du client que vis-à-vis de notre fonctionnement interne, que vis-à-vis de nos systèmes d'information, etc., etc. Donc, pour nous, la réussite du rapprochement passe fondamentalement par une accélération de la transformation. Très bien. Merci Christophe. Je trouvais important justement qu'on fasse le point et qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui avait pu nous poser question sur ce rapprochement important et puis comment vous faisiez justement pour prendre... Il y a le talent, j'ai oublié aussi. Ah, mais évidemment. Surtout d'un homme, c'est ça que vous vouliez rajouter? Non. Bon, alors parlons d'un sujet majeur de la conjoncture économique. Les taux négatifs qui impactent le secteur de l'assurance. On peut se demander si ça risque de tétaniser peut-être la transformation. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Levallois? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ça va tétaniser? Bon, d'abord, le sujet des taux négatifs. On a parlé pendant plusieurs années de taux bas. Maintenant, on parle de taux négatifs. Quand même assez curieux cette affaire, parce que ça veut dire que vous empruntez une somme et vous remboursez moins à la fin. C'est un nouveau paradigme quand même. Enfin, en tout cas, c'est un peu troublant pour tous nos techniciens, nos actuaires, en fait, nos business models d'une manière générale. C'est vraiment toute autre logique. Oui, absolument. C'est quelque chose de totalement différent. Et situation nouvelle à laquelle il faut s'adapter. Alors les taux sont toujours un peu négatifs. Ils ont remonté depuis cet été. Ils étaient à moins quelques dizaines de points de base. Là, ils tangentent les zéros, mais enfin, ce matin, ils étaient encore négatifs. Oui. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que dans cet environnement de taux négatifs, est-ce que la transformation qu'on a évoquée les uns et les autres, elle va être tétanisée, elle va se tétaniser? Je pense que dans cet environnement, la transformation, elle n'est pas possible. Elle est juste obligatoire. D'accord. Donc c'est plus l'effet inverse. Oui, c'est l'effet inverse parce que pour l'assurance vie, bon, tout le monde est convaincu dans la salle qu'en assurance vie, c'est sûr que, et d'ailleurs on est plusieurs à être intervenus dans la presse pour expliquer, pour faire de la pédagogie autour des fonds en euros, en expliquant que à partir du moment où les taux étaient négatifs, c'est sûr que l'idée même du fonds en euros qui est là pour préserver, protéger l'épargne de l'assuré, c'est vrai qu'avec des taux négatifs, on ne voit pas bien ce que ça veut dire protéger l'épargne. C'est une autre, ça va être difficile à expliquer. Bon. Et donc, on est intervenu là-dessus. Donc, on voit bien que l'assurance vie va devoir réinventer ses offres et donc ses méthodes de vente. Et là où je suis d'accord avec Jérémy, c'est que là, la transformation, elle va passer par la distribution parce qu'il va falloir réinventer nos méthodes de présentation de ces offres. Ça, c'est vrai pour l'assurance vie. Alors là, vous pourriez vous dire dans la salle, mais alors en Yard, c'est bon, on est protégé. Non, parce qu'il y a d'abord, il y a des branches d'activité sur lesquelles, de toute façon, elles sont tellement à long terme que les mécaniques intrinsèques de provisionnement, bref, les modèles économiques intègrent les taux d'intérêt. Je pense notamment à la construction. Je pense aussi aux branches longues comme de l'ARC. L'ARC, pensez à l'ARC corporelle, dommages corporels en auto. Donc l'auto, c'est quand même quelque chose qui sera aussi impacté. Et puis plus généralement, regardez sur le marché français, vous avez environ, c'est l'ordre de grandeur, retenez que ça, 50% du résultat des sociétés Yard, société d'assurance Yard, qui est réalisé 50% par du résultat financier. Et quand vous pensez à la masse d'OAT qui compose les portefeuilles d'investissement des assureurs, Yard, mais aussi Vie, vous comprenez qu'en réalité, le sujet, il est majeur, mais pour tout le monde.
Tout à fait. Alors, avant de voir avec vous, Jérémy Sebag, justement, les modèles qui vont émerger pour la distribution, je voulais avoir du coup le point de vue d'Antoine Mattei et puis de vous, Christophe Scherer. Bien, alors, est-ce que la situation assez exceptionnelle qu'on connaît aujourd'hui, le taux d'intérêt négatif, va tétaniser, c'est ça, hein? Oui, Exactement. ce contexte des taux négatifs, la transformation. Quel impact sur la transformation? Et, écoutez, de mon point de vue, enfin, si on reste dans ce sujet, relations clients, etc., parce que si on part sur le sujet d'épargne, et je partage tout à fait l'avis de Franck, en épargne, il va falloir probablement réinventer un certain nombre de modèles, sous réserve que tout ceci dure, évidemment. Moi, de mon point de vue, aujourd'hui, la relation client, elle est drivée par d'abord le client lui-même et par la technologie. Donc, le fait que les taux d'intérêt soient bas, c'est un élément de contexte. Un élément de contexte qu'il faut intégrer, bien entendu, pas de la même manière selon qu'on raisonne en vie ou en IRD. Il y a quand même un sujet commun, c'est qu'on est dans des métiers à cycle inversé, c'est-à-dire qu'on encaisse les primes et puis, on disait tout à l'heure, on paiera un jour. Donc, dans les deux cas, ne plus avoir de produits financiers est quand même un vrai sujet. En épargne, il est dramatique. En IRD, pour revenir à la relation client, je pense qu'il va y avoir un petit phénomène, c'est que aujourd'hui, les produits financiers n'étant plus là, eh bien, on va revenir sur les fondamentaux techniques. Et généralement, la technique et la simplicité et la rapidité ne font pas bon ménage. Je veux dire comme ça. Et ce que je pense, c'est que là, justement, tout l'apport des nouvelles technologies, des data, etc., va être majeur. Parce que pour être précis en technique, il faut poser plein de questions. C'est-à-dire les 3-4 questions sur Internet pour avoir un tarif, dans un modèle où il n'y a plus de produits financiers, ça va être compliqué. Et donc le vrai sujet, c'est ça, c'est que comme la technique va nous pousser à devenir plus compliqué, ben comment on continue la transformation dans la simplification, la rapidité et la personnalisation dans ce monde-là. Et là, je pense que vraiment l'apport de la technologie va être extrêmement important pour poser le moins de questions à un client pour faire un vrai tarif technique. D'accord. De votre point de vue, Christophe Scherer, sur ce contexte des taux négatifs et puis sur l'impact que ça peut avoir sur la transformation. Je pourrais vous dire que je ne fais pas d'IRD et je ne fais pas beaucoup d'épargne. Donc normalement, je pourrais être tiré d'affaire, mais non, manque de bol. Ça impacte aussi la prévoyance collective. Et là, il se trouve que nous en faisons beaucoup dans le groupe. Et là, on est touché de plein fouet, comme mes collègues, à la fois par la baisse des produits financiers et puis accessoirement par la hausse considérable des provisions que cela génère. Et donc, concrètement, alors c'est sûrement un sujet de distribution, mais je vais être un peu plus basique et un peu plus brutal dans mon propos, c'est aussi une question de tarif. C'est-à-dire que ça veut dire qu'inévitablement, les tarifs prévoyance collective du marché vont devoir augmenter de façon assez significative, puisque l'impact des taux négatifs, c'est à peu près de même ampleur que lorsqu'on a relevé l'âge de la retraite il y a quelques années, avec les impacts qu'on a connus de mémoire de 10 à 15 points d'augmentation brutale des tarifs de tous les assureurs. Donc on est exactement dans le même dispositif. D'ailleurs, quand nos spécialistes financiers sont venus en COMEX nous présenter le sujet en disant taux négatifs au mois d'août qui se poursuivent un peu après, ça veut dire impact Solva 2 pour le groupe Malakoff Méric Humanis, moins 30 points. Bon, ça va, on part de haut. Enfin, comme je suis un garçon qui aime rendre service à mes petits camarades, j'ai aussi regardé ce que ça donnait chez mes confrères. En général, des taux en prévention, sur l'activité assurance collective, des taux de solvabilité un peu moins élevés, ben, ça fout les jetons. Ça veut dire que la première conséquence des taux bas, c'est une accélération probablement sans précédent du mouvement de concentration et de rapprochement, en tout cas dans le monde de la protection sociale. Je ne ferai pas de commentaires sur des métiers que je connais moins bien, mais en tout cas sur celui que je connais bien, c'est clair que le mouvement de concentration qu'on connaît depuis quelques années, il va s'accélérer de façon extrêmement brutale, et ça a commencé. Il suffit de regarder ce qui se fait depuis le début du mois de septembre. Ça, c'est le premier élément. Et donc, ces mêmes financiers chez nous ont dit il faut lever le pied sur la prévoyance collective. On va se remettre sur la santé à fond. Mais j'aurais dit non. On a été quelques-uns à dire non, c'est exactement l'inverse. Comme on est numéro 1 de la prévoyance collective et qu'il n'y a plus beaucoup d'acteurs qui vont pouvoir faire de la prévoyance collective demain, because impact des taux bas, si on se démerde bien, excusez-moi l'expression, on va pouvoir encore renforcer notre leadership sur ce marché. Donc nous, notre stratégie, c'est les taux bas, c'est une opportunité. Alors, on peut parler de transformation de ce point de vue-là, et c'est d'accélérer notre présence, notre leadership sur ce marché de la prévoyance collective, où quelques acteurs seulement vont pouvoir tirer leur épingle du jeu.
Très bien. Alors, Jérémy, je reviens à vous, justement, sur quelques mots sur les modèles qui vont émerger en distribution et relations clients. Est-ce qu'on va avoir une véritable rupture de modèle? Ouais, l'avenir est passionnant. Je ne suis pas du tout tétanisé en fait par. Alors, je suis côté distribution, donc effectivement, donc les assureurs ont leurs problèmes, notamment sur la partie financière, mais d'un côté, nous, d'un point de vue purement distribution, on est des partenaires et forcément, donc ils vont revenir au métier du risque et donc on va, je pense, renforcer nos accords et donc globalement. D'un point de vue du distributeur, on n'est pas trop tétanisé. Par rapport au sujet donc, des modèles de rupture, en fait, moi, je pense que l'avenir, il est passionnant pour différents aspects. Il y a un des sujets qu'on n'a pas évoqué, on a parlé de la technologie. Mais aujourd'hui, en fait, la technologie, moi, j'ai le sentiment au sein de notre entreprise, en fait, qu'on est encore loin de tout ce qu'on peut faire. On est encore freiné par rapport au digital, à la transformation digitale. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y en a beaucoup qui en parlent et il y en a assez peu qui en font. Mais en fait, je pense que c'est aussi beaucoup dû à la techno. Il y a en 2020 le déploiement de la 5G qui va arriver. Et en fait, ça, je pense que ça va clairement tout changer. Je pense qu'on va vivre, notamment dans le secteur de l'assurance, mais évidemment dans plein de secteurs, quelque chose d'assez fantastique. Je prends un exemple concret. Donc Tesla nous a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, qu'ils vont créer leur propre marque d'assurance. Ils vont pouvoir proposer d'assurer la voiture dès qu'elle sort de la concession. Ok, donc ça c'est un point. Ça, on peut parler de modèle de rupture, clairement, par rapport aux assureurs, par rapport aux distributeurs. Et puis je pense aussi à d'autres sujets qui clairement sont en lien justement avec en fait, la capacité technologique qui va être mise à disposition donc, des telcos, donc la 5G. Tout le monde aujourd'hui sait que donc, la trottinette électrique est rentrée dans le code de la route, c'est officiel. On a pas mal d'accidents, c'est aussi ce qui a provoqué évidemment donc, des plaintes, etc. Bon, si on fait juste un peu de prospective, on se dit bon, bah, la trottinette électrique, demain on va pouvoir la prendre dans la rue, et en même temps on se dit ouais, on a peur de se faire mal, donc on peut prendre aussi une petite garantie en direct, et tout ça en fait sera possible grâce à la technologie. Aujourd'hui on ne peut pas parce que c'est pas encore complètement fluide. Alors effectivement, on se cache derrière l'expérience utilisateur, que c'est pas complètement ce qu'attend le client. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il veut, etc. Mais je pense qu'en fait, une fois que cette techno sera déployée, une fois qu'elle sera comprise, et surtout en fait qu'on aura nous pris conscience, assureurs, qu'en fait la transition générationnelle qui arrive, c'est aussi un élément clé de comment est-ce que le client devra acheter de l'assurance demain. C'est clairement eux aujourd'hui qui sont des consommateurs online d'assurance sur les 5% qui sont achetés online. Donc c'est vraiment les primo-accédants. Donc c'est cette transition générationnelle qui arrive et qui va vivre avec la 5G, qui va vivre avec ces modèles de rupture qu'on va connaître. Donc je suis plutôt confiant sur l'avenir, mais il va falloir attendre encore un peu. Très bien, merci. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Je vais vous demander à chacun de dire quelques mots sur l'avenir de vos transformations, si vous deviez résumer les choses. Rami, si vous souhaitez prendre le micro. Et donc en conclusion, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Je dirais en conclusion, pour nous, il y a le premier mot, c'est l'expérience client, sur lequel on s'appuie sur 2 points principaux. C'est d'abord le mobile. Oui. En parlant de 5G, c'est un des enjeux qui sont clés pour nous, c'est le nerf de la guerre. Oui, j'imagine. Ouais. Alors, concrètement, au-delà de 3 secondes d'attente sur le mobile, chaque seconde supplémentaire, c'est quasiment 7% de perte. Donc c'est un vrai enjeu qui est financier, qui est très important. Donc c'est quelque chose qu'on regarde de très près, des optimisations en continu pour travailler ce sujet, c'est un premier point. Je parlais beaucoup d'humain, je suis un fervent adepte de l'humain, en plus de la technologie, notamment sur des produits complexes. Un deuxième enjeu pour nous, c'est, je dirais, la diversité de l'offre et la gamme d'offres qu'on propose aux clients. On a parlé de changement de véhicule et même de déménagement, qui sont 2 moments clés où les clients se posent la question justement de changer les contrats. Et c'est typiquement les produits sur lesquels nous, on veut se positionner pour capter ces moments-là, pour accompagner, faciliter la vie de ces clients, ce qui est un vrai enjeu pour nous aussi. Et je dirais un troisième point, il y a un client qu'on considère comme un client, c'est aussi les partenaires avec qui on travaille aussi. Parce que finalement, si l'expérience de nos partenaires également, ils en sont contents, c'est les consommateurs finaux qui le seront aussi. À titre d'exemple, c'est des travaux qu'on peut faire avec eux, c'est des segmentations assez fines sur les prospects qu'on envoie, identifier s'il y a des segments sur lesquels ils peuvent mieux se positionner. C'est un travail en continu qu'on doit faire avec eux justement pour faire plus d'offres et plus de compétitivité aux clients finaux. Et le dernier point, quelle information on peut leur communiquer justement pour mieux prioriser ces prospects, mieux les traiter et qu'ils se focalisent justement sur les bons flux qu'on leur envoie. C'est vraiment les 3 enjeux que nous avons. Très bien, merci Rami Karam. Antoine Mattei, de votre côté, quelques mots pour résumer la transformation et son avenir.
pour Alors, AXA? Moi, je suis extrêmement confiant. Pourquoi je suis extrêmement confiant dans l'avenir de la transformation? Parce que d'abord, nous avons des modèles robustes. On a commencé par s'appliquer à nous-mêmes les sujets de diversification, tant géographique que sur des lignes métiers. Donc, les modèles sont robustes. Nous avons des grands réseaux. Je pense évidemment au réseau salarié, au courtage, mais je pense aussi au réseau des agents généraux qui sont des indépendants. Et ça, c'est une vraie force d'avoir des entrepreneurs au moment où le monde devient incertain. Et donc, c'est vraiment une vraie force. On a une grande marque. Et vous savez, comme je dis, il est toujours plus facile d'avoir des grands réseaux, des grandes marques et d'intégrer là-dedans du digital, des outils, un certain nombre de choses, que de partir d'une société pure player Internet, je vais dire, et d'essayer de construire des grands réseaux et des grandes marques. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc, ensuite, eh bien, on a aussi de la chance parce qu'on est quand même dans un univers de risque où, dans notre industrie, le risque est en expansion, j'ai envie de dire. Ce n'est pas des métiers qui se rétrécissent. Je pense au cyber-risque. Je pense au risque climatique, je pense à la retraite. Donc tout ça fait que sur la transformation, ça va nous porter. Si l'assurance vie a des problèmes, la retraite, avec le PER notamment, prendra le relais certainement sur un certain nombre de sujets. Et enfin, pour terminer, et pour résumer un peu les idées que je voulais porter ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de choses inspirantes à prendre dans le monde de la tech, je veux dire au sens large. Alors, d'abord, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on intègre les tendances techno chaque fois qu'on pense à un service, à un nouveau produit, c'est-à-dire c'est le big data, intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup, mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore vraiment mis en œuvre tout ça. Et on sait que tout ça aura un impact sur la productivité et sur la satisfaction client. Donc ça, c'est absolument majeur. Deuxièmement, il faut être omnubilé. Et là, je n'ai pas cherché dans le dictionnaire, mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Il faut être omnubilé par l'expérience client et la satisfaction client. On l'a dit, je n'y reviens pas, mais c'est la clé de la maîtrise de la relation client pour nous aujourd'hui. Le troisième sujet, c'est il faut que ce qu'on lance, et notamment les services qu'on lance, rencontrent l'usage. On l'a dit, j'y reviens pas. Et enfin, dans un monde qui est de plus en plus volatile, les choses bougent de plus en plus vite, il faut que la vitesse et le timing au moment où on le fait l'emporte sur la complétude de l'offre. Voilà, il faut qu'on sorte, on est encore un peu dans nos modèles où on ne sort rien tant que ce n'est pas vraiment carré. D'abord parce que nos réseaux, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression avec un réseau. Donc on a toute cette complexité d'être dans la bonne vitesse, dans le bon timing, pour autant ne pas être forcément dans la complétude de l'offre. Donc voilà les quatre D'accord. Très bien, merci beaucoup Antoine. Jérémy, vous nous avez parlé justement des modèles de rupture. Pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de votre côté? Comme mon voisin, je suis très confiant en fait sur l'avenir. Clairement, donc, par rapport à tous les sujets qu'on a pu évoquer par rapport aux compagnies d'assurance, d'un point de vue purement distribution, on est enraciné en fait. Ils ont besoin de nous. Donc, je suis assez confiant sur l'avenir de la distribution en assurance en France. Le vrai sujet, c'est voilà, qu'est-ce que veut le client et notamment donc la satisfaction client, la relation au client, donc l'expérience utilisateur. Tout ça, c'est des mots en fait qui sont assez communs. Qu'est-ce que veut le client dans la distribution? Voilà. Donc, nous, chez SPV Assurance, on a aussi misé sur l'omnicanalité, online, avec des courtiers, avec des franchisés, ou alors aussi avec des commerciaux, parce que justement, je pense que ça lui laissera le choix. Mais voilà, donc d'un point de vue purement factuel, on est assez confiant sur le marché de la distribution. Très bien, merci. Un mot de votre part, Franck Levallois. Alors comment de l'avenir de la transformation chez Allianz. Comment on voit l'avenir quand je vois l'avenir de la transformation dans la distribution chez Allianz France? En deux mots, je dirais sans tabou. Sans tabou. Transparence. Ouais. En fait, sans tabou, c'est-à-dire que il faut. Enfin, Jérémy tu parlais tout à l'heure là, des modèles de rupture. Tu parlais des modèles de rupture. Je pensais en fait, d'ailleurs, on n'a pas prononcé le terme parce qu'on l'a peut-être prononcé trop souvent jusqu'à présent. C'est le terme de disruption. Mais je vous invite d'ailleurs à relire ou à lire un auteur, un professeur de Harvard qui s'appelle Clayton Christensen, qui a fait un bouquin, référence, il en a fait plein, mais il en a fait un qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur. Et il vous explique un truc très simple, très intéressant, c'est qu'en réalité, notre problème,
problème des acteurs, des institutionnels, des acteurs bien implantés, qui ont un business model qui marche bien, qui est rentable. Bon, bref, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Notre problème, c'est justement notre business économique, notre business model rentable et qui fonctionne bien. Parce qu'en réalité, on n'ose pas le remettre en cause. On n'ose pas faire des choix radicaux. On a peur. Et c'est ça qui fait d'ailleurs, pour reboucler sur ce que je vous disais en introduction, c'est ça qui fait que souvent on confond transformation et optimisation. C'est plus simple d'optimiser, c'est plus rassurant, on va de petits pas en petits pas, plutôt que d'oser penser le modèle autrement, bref, de réinventer le modèle. Et je pense que, pour finir sur le sujet des modèles de rupture, je ne sais pas si on est disrupté aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment on le sera, mais je pense qu'on le sera. C'est juste une question de temps. Et donc, si on pense qu'on sera disrupté, le meilleur choix à faire, c'est de se disrupter soi-même aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Franck. De votre côté, Christophe Scher, pour conclure du coup sur les prochaines étapes pour Malakoff, Médéric, Humanis. Alors, avant de parler des prochaines étapes, faire un petit retour arrière. Il y a un mois et demi, je crois, j'étais devant l'ensemble de mes commerciaux. Je leur faisais succéder toutes les mauvaises nouvelles qu'on vient d'évoquer, les taux bas, etc. Je les voyais avoir une grise mine. Je leur ai dit à un moment donné, je ne sais pas si ça évoquera quelques souvenirs dans la salle, mais première solution, c'est on plie les gaules, on se couche et on attend la mort. C'est Francis Blanche dans Les Vieux de la Vieille. Je vous accorde, c'est pas tout récent, mais bon, chacun a les références qu'il mérite. Pas la première solution, évidemment, c'est pas. Et l'autre solution, évidemment, celle qu'on a choisie tous autour de cette table, voilà, c'est d'être dans la transformation permanente et de changer et d'évoluer et d'accélérer la transformation. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de nuance et effectivement, il faut prendre. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas entre deux. Voilà, non pas plus sérieusement, parce que ce que je dis est très sérieux, mais si je dois résumer, nous, la façon dont on veut le faire aujourd'hui et encore plus demain, je vais prendre deux expressions qu'on utilise à l'interne, c'est ID2 et I chez HE. Alors, ID2, c'est chez nous Innovation Digital Data. Ça, c'est la partie modernité, transformation qu'on vient d'évoquer. Et puis l'autre, surtout, et je vais terminer là-dessus, ICHE, c'est l'indice du capital humain en entreprise. C'est un indice qu'on a inventé il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 6 mois, qu'on mesure chez tous nos clients entreprises. Et on a fait la démonstration, nos équipes data ont fait plus exactement la démonstration, qu'il y avait un lien direct, quasi parfait, entre le montant de cet indice et la performance de l'entreprise. Dit autrement, on commence à prouver ce qu'on dit depuis 15 ans maintenant, à savoir que dans une entreprise où on prend soin des salariés, où les salariés sont bien traités, où on se préoccupe du bien-être au travail, où on fait en sorte que les collaborateurs arrivent avec la banane le matin au boulot, eh ben, au final, l'entreprise a de meilleurs résultats sur un plan économique et financier. Et ce constat qui est finalement du bon sens, mais qu'on commence à avoir mesuré et modélisé dans nos approches, ben, on cherche et on cherchera à le traduire dans tous nos services qui auront aussi un impact sur les résultats économiques des contrats d'assurance. Et on pense que si on fait ça, on ne sera pas loin d'avoir créé quelque chose d'assez vertueux qui concilie le bonheur en entreprise et la performance économique. Et au passage, la nôtre. Très bien. Merci à tous de nous avoir apporté vos visions respectives sur la transformation de la distribution et de la relation client. Merci Christophe Scher, merci Franck Levallois, merci Jérémy Sebag, merci Antoine Mattei et merci Rami Karam. On peut les applaudir, s'il vous plaît, c'était passionnant. Merci beaucoup.